Et bienvenue sur le podcast Multi-TCG. Si vous avez écouté la première partie liée à Magic, merci à vous et re-bienvenue à vous. Et si jamais vous débutez directement par ce podcast-là, il y a une partie liée à Magic qui est déjà sortie. On vous invite à aller la regarder. Après, c'est pas grave, vous pouvez entre guillemets consommer le podcast dans les deux sens. C'est un podcast bimensuel qui sortira donc du coup un vendredi sur deux tous les mois. Et au programme du jour, on va avoir du Flesh and Blood, du One Piece, un petit peu d'Alterd et du Sorcery. Et puis ensuite, on traitera des sorties pêle-mêle pour que vous puissiez vous tenir à jour en fonction de vos dépenses, vous préparer pour les petites précommandes des prochains TCG qui vont sortir. Et puis ensuite, on ira se faire un petit quiz. Je t'ai préparé quelques petites questions. On verra à quel point, entre guillemets, multi-TCG, t'es chaud. Et puis vous pourrez jouer chez vous. Vous nous direz combien de points vous avez fait. Ça marche, vas-y, je suis chaud. Premier sujet dont on va parler. Oui, pardon. On va se faire un... Pardon, tu voulais dire ? Non, j'allais dire sommaire, mais tu viens de le dire littéralement. Parce que j'étais en train de lire en même temps, en fait. Donc j'ai lu dans ma tête. Premier sujet dont j'ai envie de vous parler, je vais faire un petit focus sur Flesh and Blood parce que c'est un TCG que j'aime énormément et qui en ce moment est en train de rebattre un petit peu les cartes et en train de vraiment sortir de son cocon pour devenir un beau papillon. Alors ça fait longtemps que c'est un TCG qui a déjà beaucoup de succès, mais là on est à un tournant charnière, il y a une vraie explosion sur le jeu. Alors qu'est-ce que c'est déjà Flesh and Blood ? C'est un TCG sur un peu le thème de la dark fantasy, très proche de là où était Magic à ses origines, en fait une fantasy très sombre, très médiévalesque. Je ne sais pas si ça... très proche du jeu de rôle. Très proche du jeu de rôle, exactement, un peu crade, tu vois. Donc ça parle aux anciens amoureux de Magic. Ils ont récupéré d'ailleurs beaucoup de joueurs de Magic comme ça. C'est un TCG qui est sorti en 2019 par son créateur James White, qui a bossé un petit peu chez Wizard. Donc le monsieur vient pas de nulle part. Il a piqué les trucs avant de partir. Il a piqué les trucs avant de partir, mais il a piqué que les bons trucs. C'est là où il a été très très fort. Mais il a quand même été capable de designer un jeu qui est extrêmement élégant dans son gameplay et qui pour le coup, lui, a quasiment rien piqué au gameplay de Magic. C'est là où Flesh and Blood est très puissant. Donc voilà, c'est un jeu qui est sorti en 2019, qui a explosé pendant le Covid et qui ensuite a continué son petit bonhomme. Ouais, mais ça a été tu vois, quand ils ont sorti leur jeu et que le Covid, James White, donc le créateur, en parlait dans une interview, quand le Covid leur est tombé dessus, et plutôt que de le voir comme une problématique, parce qu'en vrai, tu lances ton TCG, Covid, c'est en mode clé sous la porte, fini, notre TCG est mort. On peut pas jouer aux cartes. Et justement, il a essayé de retourner cette problématique-là et en faire une force, et au contraire, il a démocratisé avec le Covid, vous pouvez pas jouer, vous pouvez pas vous rencontrer pour jouer, on va quand même envoyer des contenus Flesh and Blood à différents créateurs de contenu, valoriser le fait de jouer chez vous, avec votre famille, avec votre compagne, ou dès lors qu'il y a eu justement les interdictions sanitaires qui ont empêché plein d'autres TCG de reprendre. Flesh and Blood, ça a été un des premiers à essayer de mettre l'accent justement sur le fait de jouer, en fait Flesh and Blood, quoi, en chair et en os, quoi. Ouais. Ils ont vraiment mis l'accent là-dessus et c'est ce qui leur a permis justement d'aller glaner pas mal de joueurs d'autres TCG. Et puis depuis ce temps-là, c'est un jeu qui avait une petite augmentation, qui prend très très bien dans le nord de la France, mais qui avait un petit peu du mal à trouver son public dans le sud de la France. C'est un jeu qui est très ancré aux États-Unis, qui commence à mordre un peu au Japon et qui est très ancré dans les pays de l'Est. Mais ouais, c'est sorti récemment au Japon. C'est sorti, alors, depuis l'été dernier, c'est distribué au Japon, mais ce n'est pas traduit. C'est pas en japonais, ouais. Ce n'est pas en japonais. Et c'est dire que si le public japonais, moi j'ai été au Japon, je sais comment ils parlent anglais, s'ils jouent à Flesh and Blood avec la pléthore de TCG qu'ils ont, c'est très très bon signe. Et j'ai un collègue qui a été au Japon. Pays du TCG en plus. Pays du TCG, dans les boutiques, les Japonais, ils jouent à Flesh and Blood en anglais. C'est une dinguerie. Et ils se régalent. Donc c'est bien ça. Donc c'est cool. Et moi, ça me fait plaisir parce que c'est un jeu que je commence à suivre depuis un petit moment et on attend un petit peu l'explosion. Je vous mets en avant vite fait ce que c'est que le gameplay de Flesh and Blood. C'est vraiment cette sensation, comme tu disais, un petit peu cet univers jeu de rôle. Ouais. En fait, c'est les sensations que tu vas avoir quand tu joues une partie de Flesh and Blood. C'est vraiment une sensation de PVP à Warcraft. Pas de l'escrime. Alors l'escrime, c'est la sensation que tu as attaque-défense, mais vraiment ce que veut émuler en fait le gameplay du jeu. Ce que te raconte une partie, c'est tu as un personnage avec son stuff qui part en PVP affronter un autre personnage. Tu as des héros et des classes. Les classes, ça va être des gardiens, des brutes, des mages, des illusionnistes, à l'instar d'un MMORPG. Ouais. Tu vas arriver avec ton stuff qui sont des cartes qui sont en dehors de ton deck et avec lesquelles tu vas pouvoir bloquer les attaques de ton adversaire. Ton stuff va s'épuiser au fur et à mesure de la partie. C'est un gameplay qui est à l'inverse total de Magic où tu as une montée en puissance dans Magic. À Flesh and Blood, tu arrives, ton perso, il est full stuff et au fur et à mesure de la partie, il s'épuise, son stuff se dégrade et ses attaques sont moins puissantes. Donc tu as vraiment cette sensation d'arriver
de jouer un combat entre deux personnages qui se foutent des énormes coups de poing, des énormes coups de massue ou des énormes épées sur la gueule et petit à petit finissent par décliner en termes d'équipement et Tu finis cul nu. Et d'attaque. Et c'est excessivement bien pensé. Le flavor de ce jeu est exceptionnel parce que cette sensation de gameplay là, elle est très très bien retranscrite. Vous avez un arsenal, vous pouvez jouer des archers. Les archers ils sont obligés de mettre des flèches dans leur arsenal pour ensuite pouvoir décocher leurs flèches. Les flèches elles ont forcément des malus si elles touchent comme des flèches empoisonnées. C'est un jeu qui est élégant, c'est le mot qui revient tout le temps, c'est très très bien pensé. Et donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et là, j'ai été enquêté parce que j'ai senti qu'avec la sortie d'Aviators, il y avait un engouement. La dernière extension. La dernière extension. Il y avait un engouement de plus en plus important. Donc j'ai été poser des questions à 2-3 personnes, j'ai fait un petit peu le reporter de terrain. Et j'ai pas mal de chiffres à vous donner sur Flesh and Blood pour vous dire que là, ça dépop. C'est les chiffres des syndicats ou de la police ? C'est les chiffres en interne. Ok, donc c'est des vrais chiffres. Donc c'est du très bon chiffre. Flesh and Blood, c'est un jeu qui est édité par le studio Legend Story Studio. Et Legend Story Studio, actuellement, le CA annuel, c'est entre 50 et 75 millions de dollars. Ok. Donc c'est 1/10 des revenus d'Hasbro pour un TCG, on le rappelle, qui est indépendant. C'est pas mal. Ce qui est quand même énormissime. C'est vraiment une toute petite boîte en plus, pour le coup. C'est à la base une toute petite boîte. Pour vous donner un ordre d'idée... C'est néo-zélandais, si je dis pas de conneries. C'est néo-zélandais. Ouais. Sur les 4 dernières années, le CA de Flesh and Blood, pour vous dire le succès que c'est 6000% d'augmentation de CA en 4 ans. Explosion. Donc là, on est vraiment sur un stonk. Et gérer des stonks comme ça, ouais. c'est très difficile quand tu es une société. Bah oui. Et ceux qui faut connaissent pas faire de la Flesh and merde. Blood, vous savez comment c'est bien géré, comment la communication est transparente, comment l'organisation est pertinent. Ils ont beaucoup emprunté à Magic, notamment sur le circuit compétitif. Bah c'est le même qu'avant. C'est le même que celui de Magic avec avant. un tracking d'élo quand même personnel. C'est-à-dire que tout le monde connaît son élo, tout le monde connaît son nombre de victoires et de défaites internes à une application qui est gérée en interne par Flesh and Blood. Ça, c'est plutôt bien pensé. C'est 30% de croissance chaque année. Donc ça ne cesse d'augmenter. Gigantesque. C'est gigantesque. Et là où je te disais que Eevee Heroes, j'avais senti un tournant, une espèce de clutch, le moment où... Ouais, Eevee Eaters, le truc où tu sens que ça y est, ça va devenir un truc un peu plus mainstream dans le monde du TCG. Et bien Eevee Eaters, effectivement, c'est la plus grande saison d'AP depuis le début du jeu. Okay. Donc les AP, c'est les avant-premières. Donc c'est-à-dire les shops qui ont organisé des avant-premières en termes de nombre de fréquentations. L'extension. Ouais, c'est la plus grande, le plus grand nombre de participants à des AP depuis Eevee Eaters. La France en Europe, c'est un des pays qui a connu une des plus grosses augmentations. Et c'est vrai que par rapport à des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre ou les pays de l'Est, en France, c'était vraiment très scindé en deux. Tu veux jouer à Flesh and Blood dans le nord, vers Paris, ça va. Dans le sud, c'était un peu compliqué. Peut-être que Eevee Eaters est en train de pousser les portes. Et ça fait plaisir, ne serait-ce que pour moi qui veux jouer au jeu et qui n'ai pas toujours l'occasion d'y jouer. Faut rouler un peu, quoi. Sur les parties officielles jouées et recensées dans leur application interne, c'est plus de 3 millions de parties depuis le début du jeu, donc officielles, donc c'est-à-dire ça prend en compte en tournoi en AP, officiel organisé par Flesh and Blood, ce qui est plutôt pas mal. C'est un organized play qui passe de 1 million de dotations en 2023 à 1,5 million de dotations en 2024, donc c'est plutôt généreux, c'est pas sympa. mal. Ouais. Il y a 2 Pro Tours qui sont annoncés pour 2024 et un championnat du monde. Le premier Pro Tour, il est à Los Angeles en mars, donc ça arrive très très vite. Le second Pro Tour, il est à Amsterdam en juillet, un mois après Magic. Oh. Les grands TCG se rencontrent à un mois d'intervalle. C'est marrant. Par contre, c'est toujours après... Enfin, une fois que Magic le fait, donc... de toute façon, tu peux pas arriver en 4 ans et avoir bien sûr. la stature de Magic. Mais justement, c'est impressionnant. En fait, tu sais, quand il y a des choses comme ça sur lesquelles tu ne peux rien avoir à redire, un truc qui est géré d'une main de maître. C'est impeccable. Et en fait, Flesh and Blood, c'est assez impeccable, quoi. Et les championnats du monde ne sont pas annoncés, mais on sait que ça sera en Asie. Ah, donc gros coup de com' de leur part pour et est-ce que ça corrèlerait pas le truc, avec justement la global release pour le Japon qui est prévue en juin? Les Worlds, c'est pas après Amsterdam forcément? Non, si. Ça peut être... C'est forcément après Amsterdam. Ça sera pareil, septembre, octobre, novembre. C'est à peu près à la même époque aussi que Magic. Ça clôture ton année 2024. Ok. Donc ça veut dire... Ce serait peut-être au Japon. Je sais pas, mais quel coup de com' exceptionnel. Si jamais le Japon organise les championnats du monde de Flesh and Blood, ça y est. Quand tu as les Japonais avec toi, tu sais que ton jeu, il est parti pour durer, quoi. Par contre, ça, le petit point négatif, c'est que tous les gens qui sont pas japonais, c'est dur pour eux d'y aller. Enfin, ça coûte très cher.
Ah, c'est très compliqué, mais c'est les championnats du monde. Ouais. Non, mais tous ceux, genre par exemple la MagicCon comme Magic. Ah oui, oui. Tu vois, si tu y vas en tant que Kidam. Je pense que après ils ont déjà fait des callings à Singapour avec des très bons taux de fréquentation. Ok. Donc j'imagine que Calling, c'est un peu des GP. c'est des grands prix, c'est des Ouais. MagicCon. Donc, j'imagine que leur public, il sera, si jamais ils font un championnat du monde au Japon, on sera japonais ou asiatique, quoi. Ok, ouais. Leur public, et je pense que ça leur posera pas trop de problèmes. Ouais. Attention, je m'avance, j'ai aucune info, même en interne, on m'a rien dit. On sait juste que ça sera en Asie. Par contre, ce que je sais, c'est qu'effectivement, la global release avec les cartes traduites en japonais, c'est pour le mois de juin. Ça y est, ça arrive au Japon. Flash Ok. and Blood. Et Global Release, c'est à partir de maintenant, les cartes sont aussi japonaises. À partir ou du il y a prochain. des sets spéciaux. Alors, moi j'ai demandé justement, est-ce que vous allez faire comme pour le français, ouais. l'espagnol, l'allemand et le Black l'italien? Label, non. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait le Black Label, donc Ouais, des ça. sets de réédition à bord noir et non pas à bord blanc, avec en plus des héros Marvel, qui est une rareté exceptionnelle, spécialement pour ces marchés-là qui ont soutenu en fait Flesh and Blood avant d'avoir le multilangue. Et donc moi j'ai demandé, ok, votre jeu à partir de la prochaine extension, il sort aussi en japonais, Ouais. mais est-ce qu'il y aura du coup des sets de réimpression et est-ce qu'il y aura par exemple des Marvel japonaises, histoire que le monde entier des collectionneurs pète leur crâne sur ce genre de cartes-là. Et on m'a répondu, je ne peux rien te dire, mais il est effectivement prévu d'avoir certaines exclusivités japonaises. Ok. Donc c'est plutôt très hypant. En fait, tout ça pour vous dire que Flesh and Blood a un futur tout tracé, que ça se profile vachement bien pour lui. Tant Moi, mieux. je suis content pour ce TCG-là et que l'explosion est quand même assez vénère, quoi. Ouais. Très très cool. En plus, il y a eu le multi récemment de le légaliser parce qu'ils en parlaient depuis la première extension. C'est ça. Moi, quand je commençais à me renseigner, qu'il y avait justement juste avant le Covid, la première extension qui allait sortir, ils parlaient déjà du multi, Ouais. mais il n'était pas incorporé au jeu. Il n'y avait pas les règles, il n'y avait pas le truc ou quoi. Donc là, maintenant, ça y est, il est Il y a du officialisé. multi qui s'appelle l'Ultimate Pit Fight. Ils ont carrément fait une boîte de multi qui s'appelle Round the Table où vous avez 4 decks multijoueurs pour pouvoir jouer avec vos amis autour d'une Ouais. table et qui fonctionne très très bien. C'est de très bonne facture. C'est ce produit qui est en collab avec Tolarian Community College. C'est exactement Ouais. ce produit-là qui est en collab avec Tolerant Community College qui lui a beaucoup participé à la démocratisation de Flesh and Blood au début du jeu. Et donc du coup il a sa collab. Alors, après là c'est histoire de faire mousser un peu Flesh and Blood. Ils ont reçu 2 prix, le prix de la Fattest Growing Company en Nouvelle-Zélande en 2023 devant des industries pharmaceutiques ou tech. Donc c'est quand même assez difficile pour Ouais. une société de TCG. C'est pas quoi. mal, ouais. Mais bon, quand tu fais 6000% d'augmentation de CA en 4 ans, C'est bien. j'imagine que c'est cool. Et là, ils ont eu un prix qui a été remis par un cabinet de conseil sur le prix du brand storytelling. Ok. Donc, je ne sais pas trop ce que ça raconte. J'imagine juste qu'effectivement, ils se vendent bien, que la démarche est cool, que l'histoire de Flesh and Blood est sympa. Ouais, je suppose. Un peu ce truc de toute façon, on a un peu rien à dire, on a un peu rien à dire sur Flesh and Blood. Donc voilà, est-ce qu'on est prêt pour l'explosion de Flesh and Blood ou est-ce que tu vois toi Flesh and Blood dans quelques années? Au vu de tout ce que je viens de te dire, est-ce que tu connais déjà Flesh J'ai and vu la Blood petite note. Où est-ce que je le vois? Je sais pas, parce qu'en fait, moi, je le dis un peu depuis le début. Enfin, depuis le début, depuis que ça commence à être connu et tout. Ouais. Nous, on a pris vers le 4e, 5e set. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Moi, j'avais acheté une boîte quand il y avait qu'une extension. Ouais, mais Genre, sans j'avais pas trop, joué. sans trop t'impliquer. En quoi. fait, justement, il y a eu le Covid, donc j'étais en mode, ça, déjà, on va voir s'il survit, le Covid. Et il a survécu, très étonnamment, mais il a même survécu. très bien survécu, ouais. Et du coup, je me disais, effectivement, là, ça prend les bonnes décisions qu'ont pris d'autres TCG comme Magic. Ça ne prend pas les mauvaises qu'ont pris d'autres TCG comme Magic et d'autres, notamment les cartes Game Bandai. Après, c'est plus facile pour l'instant quand Bien sûr. ta société n'a pas d'actionnaire. C'est ça. Et du coup, je me dis, en fait, si ça continue de grossir comme ça, et au bout d'un moment, va se poser la question des actionnaires, etc. Et c'est là où les problèmes commencent peut-être. Donc, en fait, pour le futur, si il reste une entreprise telle qu'ils sont, mais juste plus grande, je pense que ça présage de très grandes choses. Après avoir le gameplay, ils réussissent à bien le réinventer, etc. Mais on en parlait tous les deux quand on commençait à s'y intéresser plus, des limites du gameplay. On avait conscience que ça peut être atteint, pas de suite, mais dans les 5-10 ans qui arrivent, on peut peut-être atteindre un truc qui fait qu'il va falloir rajouter de nouvelles choses, de nouveaux paramètres au jeu peut-être. Moi, plus j'y joue et plus finalement je les vois pas trop ces limites-là, tu vois, parce qu'au final c'est un gameplay qui est très, il est très naturel ce gameplay. Ouais. Tu sais, il fait pas forcer. On n'a pas repris du gameplay de Magic qu'on a très encadré. Là où par exemple tu pourrais voir ces limites-là sur l'Orcana par exemple. Ouais. En fait, Flesh and Blood, il a sa propre mécanique. Les cartes sont multi-ressources. Ça te donne du coup un arbre de décision dans chaque partie qui est immense.
Les cartes n'ont pas énormément de texte, donc ça veut dire que tu n'arrives pas déjà plupart, ouais. avec ce qu'on appelle le complexity creep pour différencier deux cartes. Eh bien, plutôt que d'en faire une plus forte que l'autre, on met plus de texte pour essayer de leur donner des effets différents. Ils sont de la marge, quoi. Ouais. Beaucoup, En fait, c'était beaucoup de marge. au niveau des classes surtout. Tu peux pas. En fait, Alors- comme tu dois donner des nouvelles cartes à chaque classe, Ouais. si tu as trop de classes différentes, pour avoir des nouvelles cartes pour ta classe à toi, tu peux attendre potentiellement très longtemps. Et Ouais. du coup, ça te demande de jouer d'autres classes. Et il y a un peu le phénomène Yu-Gi-Oh! Entre guillemets de bah, mon deck, en fait, ça fait trop longtemps, il n'a pas eu d'upgrade, donc je dois passer sur un autre deck. Hmm. Et je pourrais revenir à mon deck quand il y a de nouveaux upgrades. Et c'est Ouais. ça la question qu'on soulevait, parce que c'est vrai qu'il y a encore des nouvelles classes là qui sortent. Peu, Il y a aussi des cartes cross-class qui sortent. ouais, ça c'est un permettent, peu une solution. Ouais. Voilà, ça c'est un petit peu Du coup, sympa. je pense que bah, le jeu a un très bel avenir devant lui, mais c'est vrai que je me pose des questions de comment il va évoluer s'il prend l'orientation Wizard, parce que vu la croissance qu'il a, ce serait pas choquant. Mais du coup, les actionnaires, ça complique la chose. S'ils restent à leur échelle, bah, ça veut dire qu'ils peuvent pas trop se développer. Ouais. Quand tu restes petite entreprise, même si elle est déjà ouf, hein. C'est déjà énorme, restes mais au petit, tu peux regard de pas, ce que font d'autres TCG, Ouais, c'est bah, tout petit. tu le vois là, ils font 2 PT par an et un World. Oui. Un World, des World, ouais, des World. Deux Worlds, ouais. Mais du coup, c'est peu, entre guillemets, C'est comparé un moins que Magic. à l'engouement du jeu. Ouais, Ouais. mais Magic, il y a tous les autres circuits à côté. Ah, mais ils font les callings aussi. Hein. T'as les callings, mais il y Calling, en Battle a, Arnold, il y ça en- va. Hein. il y en a un par mois à peu près, des callings, c'est ça? Je saurais pas te dire. À C'est moins que ça ait 12, augmenté. 12 par an à Magic, je pense qu'il y en a moins à Flesh and Blood, effectivement. Ouais. Mais Donc, c'est normal après. oui, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être pas assez d'offres de jeux par rapport au nombre de gens qui veulent jouer ou de joueurs. Moi, typiquement, c'est pour ça que j'ai pas non plus Ouais. aussi accroché, c'est parce que c'est dur d'y jouer dans le sud de la France. Ouais. Et ça peut freiner leur croissance. Et en même temps, mettre trop d'argent et de temps dans le développement de ça, si t'as pas assez de joueurs, c'est là où tu perds des sous. Donc, c'est à eux de bien gérer leur truc, mais je pense que vu comme ils C'est sont pour ça que partis, j'avais l'impression moi qu'on était ça à va un bien le tournant faire. du fait que les API d'Aviator aient vraiment Ouais. explosé. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends. De C'est tout vrai, ce que ouais. je vous raconte là, c'est pour vous donner de la data, des stats, c'est sympa. Mais moi, justement, ce que ça me raconte, c'est que ça y est, ça va peut-être devenir, tu vois, sur la map des TCG, un TCG qui compte vraiment, quoi. Ouais. Et ça me fait plaisir. Pour ce côté, est-ce qu'ils vont voir un petit peu l'orientation que prend Wizard et être tentés forcément de prendre la même? Moi, je suis je suis le VRP principal de Flesh and Blood dans la communauté multi-TCG, c'est-à-dire que je suis totalement fan. Mais vraiment, je trouve ça exceptionnel. Cela Il dit, défend l'indéfendable. bah, il est très simple à défendre, ce Ouais, TCG, il est très très bon, mais ce que je veux dire, c'est que je suis quand même conscient aussi de pas ses défauts, mais c'est un TCG qui s'est construit en opposition à Wizard et en opposition à Magic. Ça a été carrément des éléments de communication, Ouais. ok, Wizard of the Coast vous fait jouer sur Magic Arena pendant le Covid, nous, on valorisera toujours le papier en 1v1. Ok, vous êtes Ouais. déçus du circuit ont- compétitif de Magic, nous, on a repris le circuit compétitif que vous aimiez avant. Ok, vous êtes déçus des collaborations Magic et Fortnite, ça n'arrivera jamais sur Flesh and Blood. Donc, à mon avis, Ouais. ils ne peuvent pas se trahir sur ce point-là. Non, mais le côté, pour rentrer de l'argent, tu divises ta société en parts que tu vends l'actionnariat classique, quoi. Et du coup, ça fait que tu n'es plus Ça, j'ai seul décisionnaire. pas l'info sur Et tout ça. ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui justement prenaient ça en exemple en disant oh regardez ce que fait le Flesh and Blood, c'est trop bien et tout. Oui, J'étais on premier en à dire oui, mais reparlera c'est pas du tout les mêmes, quoi. On en reparlera dans 10 ans s'ils ont le Genre, même volume de vente que Magic, bien sûr. Mais moi, je suis très au courant de ça et très c'est particulier, objectif ouais. là-dessus. Hein. Mm. C'est plus facile pour Flesh and Blood actuellement de prendre des bonnes décisions avec 50 millions de CA annuels Ouais. que Wizard of the Coast, Hasbro et compagnie. Hein. C'est évidemment pas du tout la même chose. Mais en tout cas, ils sont tellement sur de bons rails actuellement que ça laisse présager des trucs sympas. C'est Et clair. donc voilà, ils sont toujours postés en opposant à Wizard, donc je les vois pas trop sortir de ce truc-là, à tel point même que pour moi le plus gros beat de Flesh and Blood et dans la communauté là où on a eu le plus gros down, c'est l'extension précédente qui s'appelait Bright Light, et Bright Light c'était Ouais. une extension un petit peu steampunk, donc ils sortaient de l'univers dark fantasy médiéval dont on vous parlait, qui était plutôt une extension presque un peu futuriste. La communauté a vraiment en mode pas du tout kiffé, quoi, en mode Avec des mechas et tout. avec des mechas, exactement, en mode qu'est-ce que vous faites? Alors c'était des mechas vraiment un peu steampunk, hein, Ouais, c'était ouais. pas non plus Ouais, c'est on mécano, on quoi. n'était pas en l'an 3500, tu vois, mais ça a pas plu. Les gens, ils ont pas accroché. Et donc, tu vois, là où LSS a été chercher, donc l'éditeur, une prise de risque, on va tester de nouveaux univers un peu plus ouverts, ils sont un peu plantés, quoi. Ouais. Après, c'était pour des classes spécifiques, c'est pour les mécanos. Mais Bien sûr. Mais bon, ça a pas trop fonctionné. C'est vrai. Voilà. Moi, j'ai deux takes que je veux vous partager, que je répète souvent sur Flesh and Blood. La première, c'est qu'on n'a rien fait de mieux depuis Magic, je trouve, dans le monde du TCG. Et la deuxième, c'est que je pense que Flesh and Blood, dans 10 ans, c'est Magic il y a 10 ans.
Donc ça parlera à certains, je pense, et ça laissera d'autres dehors. Ouais, c'est vrai. En tout cas, la direction qu'ils prennent, c'est plutôt clivant, entre guillemets, de nous, on va faire un jeu de cartes, Ouais, et c'est tout. Et ça restera un jeu de cartes. Et là, ce que vous aimez actuellement, vous l'aurez toujours. ouais, Si vous aimez pas, vous aimerez jamais. exactement. Si vous aimez, vous aimerez toujours. Enfin, sauf si tes goûts changent, mais Je le vois un peu comme ça, ouais. un peu comme ça. Et c'est bien, en fait. Je pense que, de toute façon, maintenant, quand tu veux avoir un TCG qui marche, tu peux pas. Enfin, Magic, il est imbattable. Imbattable, il a toutes les collabs. Ouais. Enfin, genre, maintenant, Magic, il serre la main de C'est Marvel parce qu'il Et vient de je lâcher celle de pense Final que Fantasy. Flesh and Blood ira jamais se C'est- battre sur ces plates-bandes-là, mais au contraire C'est trop récupérera, et il l'a déjà Ouais. fait, tous les déçus de Ah bah oui. ce nouveau Magic. Mais que t'en parlais très justement, d'ailleurs, à un moment donné, même moi, ça m'énervait un peu, mais pas contre LSS, mais plutôt de la part de gens en fait qui quittaient le navire Magic parce qu'on n'avait aucune news sur Ouais. l'organized play. Et je comprends hein, quand tu as envie d'être compétitif et que t'as pas de news. Je parle à la sortie du Covid. Hein, c'est chiant, mais du coup les gens ont arrêté de jouer à Magic, ont revendu leur collection, ont cessé de jouer à un jeu qu'ils aimaient parce Ouais. que Flesh and Blood eux étaient moins comment dire Ça a été, moins ça a été malin de leur strict. part de toute façon, Ouais, mais de tu vois, se placer là-dessus. ça part parce qu'ils étaient moins stricts sur les normes d'hygiène. Tu vois, genre, Wizard voulait pas réorganiser le tournoi, alors que Ouais, mais attention, ils ont Flesh and jamais Blood été, vont il commencer. faut pas non plus diffamer, ils ont jamais été dans l'illégalité, hein. Ah non, je parle pas d'être Ouais. illégal, mais en fait, il y avait un moment Ils où, ont remis en place les tournois T'avais physiques le droit de avant refaire que des tournois Wizard of the physiques. Coast le fasse. voilà. Et du coup, étant une plus petite boîte, ils ont pu LSS faire ça. Wizard, trop grands enjeux et tout, ils ont pas pris de risque du tout. Et il s'est avéré que c'était safe de refaire des tournois et tout. Et ils ont eu raison, LSS, mais du coup, les gens qui sont partis de Il y a des Wizard en gens qui sont mode partis. il n'y a pas de news, il y a pas de truc machin pour jouer à ça. C'est vrai que c'est pas une com moi que j'apprécie particulièrement de LSS, tu vois. Mais Après, moi je trouve Mais que en même temps, c'est bien joué. En fait, c'est à la C'est fois bien bien joué. joué et ça a été bien fait parce qu'à aucun moment ils ont jamais cité Wizard of the Coast. Ah Ils non. ont jamais dit voyez ce qui se passe là-bas, venez ici. C'est juste que ils se sont postés de par leurs actions et leur communication en opposition Ouais, avec tout ce qui se passe autour de Wizard of the Coast, mais sans jamais les citer. Et finalement, tu le sais bien de toute façon, les gens ils restent pas si le jeu était pas bon. C'est-à-dire que bien sûr. ils ont accueilli ce nouveau public, mais le nouveau public, la plupart sont restés parce que le jeu est Ouais. excellent, quoi. Ah, moi, ce que j'aime pas trop, c'est entre guillemets la com et ce qui s'est passé, mais pas. Oui, je oui. reproche pas aux gens ni à LSS de faire ça, tu vois. Non. Mais en même temps, comme on le dit, genre, c'est une petite boîte comparée à Log Hockey Magic, donc forcément, il y a des trucs qu'ils peuvent faire eux que Magic ne peut pas faire et inversement. Et ils restent chacun un peu dans leur. Enfin, ils se placent comme ça, comme je suis pas l'ombre de Magic, je suis l'opposé. Ouais. Et du coup, c'est vrai que tu vas avoir certaines Je personnes, suis un d'autres peu, que t'auras comme pas. je te dis, hein, dans 10 ans, c'est le Magic d'il y a 10 ans. Le Magic d'il y a 10 ans, c'est 2013. C'est un peu le climax du Magic Heroic Fantasy compétitif. Ouais. Et je pense que c'est exactement ce vers quoi a envie de tendre Flesh and Blood. Mais même dans moins de 10 ans, je pense. Alors, vu S'ils la continuent- croissance, s'ils continuent à pour croître moi, comme il ça. y est déjà plus ou moins, Mais ils y sont déjà plus mais ou moins. pas en termes d'être connu. Oui. Genre Flesh and Blood, avant, genre tu vas dans la rue, avant de trouver un mec qui connaît, Oui, non, tu peux il chercher un faut peu. interroger des gens, quoi. Alors que Magic, je pense que tu prends 10 personnes, t'as quelqu'un qui connaît, tu vois. Ah, bah maintenant, oui. Mais du coup, il manque vraiment le côté être connu à ce Ouais. jeu-là. Mais en termes de enfin, quand tu connais le jeu, quand tu sais un peu ce qui s'y passe, Oui, c'est on déjà, est vraiment c'est pas déjà- loin c'est déjà un peu ça. du ouais. Magic d'il y a 10 ans, ouais. Tout Donc, à fait. très cool. Donc voilà, c'était histoire de vous faire un focus. Vous savez à quel point ce TCG me tient à cœur. Ben, au moins, on aura pris le temps de le décliner un peu sous tous les angles dans ce petit podcast. Deuxième partie du podcast. Là, ça va te parler, hein. Une pièce. On a parlé des prix totalement ahurissants et fous sur Yu-Gi-Oh! C'est La pas semaine délirant. passée. Mais là, je peux vous dire que, tu sais quoi, je traverse le plafond là quand même ce que j'ai noté moi ce matin, je pète un plomb. Donc on a parlé des prix fous de Yu-Gi-Oh! On va s'intéresser aux prix totalement ahurissants, dantesques et ubuesques de One Piece TCG. Ouais. Alors attention, disclaimer directement avant que vous vous disiez en mode quoi, c'est trop cher One Piece TCG, j'y jouerai jamais. On parle pas C'est la collection. du prix du jeu, on parle du prix de la collection. Pour jouer au jeu, j'entendais encore Orpho hier soir en parler chez Maxildan, entre 100 balles et 300 balles, j'avais un deck compétitif. Orpho le GOAT, hein. Et il n'y a pas de dédicace à Orpho s'il regarde ce podcast. Si jamais vous voulez juste jouer, visiblement, One Piece a l'air d'être accessible, si tant est que vous trouviez des produits. Ça, c'est un autre problème. Le truc pour les prix juste de la compétitivité de One Piece, c'est qu'il y a un peu des staples, il y a un peu des Shield Red pour ceux qui jouent à Magic. Cachés dans les précos. Enfin, il y en a dans les précos, Aussi. mais t'en as aussi des Shield Red pas dans les précos, Ouais. qui te font plusieurs exemplaires, et t'as Ouais. plusieurs Shield Red. Donc suivant ce que tu joues comme deck, ça peut coûter Un peu plus la cher. moitié de ton deck quasiment, c'est en D'accord. quelques cartes. Ok. Mais par contre, la grosse haute moitié vaut rien. Ouais, ouais.
Du coup, c'est vrai que quand Ce tu que es pas j'entendais joueur de globalement, Magic, c'est quand même moins cher qu'un deck Yu-Gi-Oh! ouais, ouais, ouais. Mais quand t'es pas joueur et que t'arrives et que tu vois le prix de une carte, Ouais, tu peux te dire oula. ça peut chiffrer un peu. Alors qu'au Ok. final, si tu payes toutes tes cartes 5-10 balles, mais qu'il t'en faut plus de 60, bah Ouais. tu vas payer le même prix. Mais du coup, sur One Piece, on se retrouve avec un jeu auquel tu peux jouer compétitivement pour 100 euros, Ouais, mais tu peux te ramener à un tournoi avec un deck qui vaut 200 000 euros. pas mal. Pour un TCG qui a, on le rappelle, 1 an et demi. 1 an et demi. Non, mais Tu fais ce que tu veux. c'est complètement fou. Donc, c'est un succès ahurissant. One Piece TCG, on le rappelle, c'est un card game donc édité par Bandai. Les tournois régionaux actuellement en France, si tu veux faire un tournoi régional de 500 joueurs, faut que tu te lèves le matin à 9 heures et c'est plein en 5 minutes. C'est-à-dire que les gens. Des c'est pas- préinscriptions? Ouais. C'est-à-dire que les gens, c'est pas qu'ils peuvent pas faire de tournoi parce qu'il n'y a pas de tournoi autour de chez eux, c'est qu'ils ne peuvent pas s'inscrire tellement il y a des gens qui veulent participer au tournoi. Le championnat d'Europe de 2500 joueurs, hein. Même C'est Wizard of the beaucoup. Coast fait pas 2500 joueurs Wizard peine à faire ça. Là. actuellement. 2500 joueurs, plein en 10 minutes. Après, est-ce que c'est pas parce qu'il y a d'occasions? Alors, tu as quand même pas mal de tournois régionaux. Il y a une hype en ce moment, vraiment. Non, pour le tournoi européen. C'est-à-dire. Il y en a qu'un par an, je suppose. Ah bah j'imagine. Donc, Ouais, mais c'est énorme. Je veux dire, un Open de 2500 joueurs plein en 10 minutes, il n'y a que Yu-Gi-Oh! Qui fait ça. Mais Yu-Gi-Oh! C'est un jeu qui a 20 ans. mais c'est tous les combien? Moi, c'est ça, c'est la Tous fréquence les qui ans, tous les m'intéresse. Oui, c'est une fois par an. Ouais. Mais du coup, si Magic faisait un seul tournoi par an comme ça, il serait plein Mais non, aussi mais il y a très plein, rapidement. il y a plein de régionaux qui font 500 places, quoi. Ah, ok, il y a d'autres tournois Il y a- plus petits. Ouais, bien sûr, bien D'accord. sûr. Non, c'est te dire à quel point le succès et la hype de One Piece en ce moment est totalement C'est délirant, ahurissant. quoi. Et en plus, moi qui suis comme ça là depuis quelques années, où je me dis non, il y a trop de TCG, non, il y a trop de TCG, non, il y a trop de TCG. Alors autant j'adore jouer. Moi, je vais plonger. Hein. En fait, Je peux plus, autant hein. j'adore être fan d'un truc de niche que les gens connaissent pas et je valorise à fond ce truc-là. Mais autant j'adore aussi être dans la hype. Pour moi, la hype c'est une énorme vague, tu vois. Ouais. Et moi, je suis un putain de surfeur. Et plus la vague elle est grosse, et plus j'ai envie de la rider. Tu vois, je suis un surfeur de gros, quoi. Ouais. Et là, One Piece c'est en train de m'embarquer, gros. Mais c'est terrible. C'est en train de m'embarquer. En fait, moi, C'est Jaws, la mâchoire. je veux juste une promesse de oui, on va durer encore quelques temps. Et c'est quoi Avec quelque ça, temps quelques temps, genre au moins 5 ans. Parce que pourquoi on dit ça? Parce que les card games Bandai, malheureusement, c'est des licences qui sont très éphémères. Bandai, au-delà d'être un éditeur de TCG, vous le savez, c'est plutôt un éditeur de licences. Et ils ont coulé tous leurs card games avant One Piece. Sauf que là, moi, j'ai jamais vu un succès comme ça. Ouais. Après, c'est aussi, même si je connais pas parfaitement, hein, je peux le souligner, c'est la meilleure mouture de card game Bandai, One Piece. Niveau des règles, Très simple simplicité, d'accès, ouais. genre Très accessible. ça aussi. Alors, la licence y est pour beaucoup, hein, mais à force de travailler leur version, qui est inspirée de Dragon Ball, qui lui-même était inspiré de différents TCG, etc. Ouais, bien sûr. Ils arrivent là à une mouture de dinguerie, à tel point que Ça a l'air bien. DB Fusion World, dont on parlait dans le dernier podcast, est inspiré de One Piece Totalement. sur les mécaniques. En Donc, gros, ils ont facilité les mécaniques de Dragon Ball Super Card Game pour se calquer un petit peu plus sur les mécaniques beaucoup plus dynamiques ouais. de One Piece Card Game. En plus, One Piece Card Game, c'est 35 minutes ton BO, c'est en BO1. Enfin, ça va un petit peu du tac C'est au du tac. rose, quoi. C'est très fluide, quoi. Mais voilà, en fait, je savais que One Piece était giga hype, notamment par le prisme de la collection et compagnie. Mais je me doutais pas du nombre de gens qui veulent jouer, du nombre d'engouement que ça peut avoir, même compétitivement parlant. Pareil qu'aux États-Unis, c'est complètement fou. Avoir des produits en anglais, c'est une tannée. Enfin, vraiment, Ouais. personne n'arrive à en avoir. Ne serait-ce qu'ouvrir du OP05, vous êtes chanceux si vous avez réussi à en avoir, c'est totalement fou. Et du coup, ça entraîne par contre des prix sur le marché secondaire pour les cartes de collection que moi, à titre Les cartes personnel, skinées, du coup. et pourtant je suis un peu dans le game du TCG, je regarde un petit peu la collection, même sur Pokémon, où on atteint des prix qui sont parfois délirants. Je pense notamment sur des sets récents, hein, des trucs comme le Noctali VMAX à 1000 € en français. C'est des trucs qui sont déjà hors du commun. Celui avec la lune, là, le cocher. Celui et avec tout. la lune, Ouais. par exemple. Et c'était, tu sais, pour une carte récente, un prix qui n'est justifié nullement par l'ancienneté, ni par la rareté. Juste très recherché, quoi. Juste, ouais, c'est ça, une grosse offre, une grosse demande, bref. Eh bien là, il faut savoir qu'il y a des cartes de série. Donc des cartes de série, c'est pas des cartes promotionnelles, c'est pas des price cards, c'est des cartes que vous pouvez ouvrir dans des displays sur un jeu qui a 1 an et demi, qui sont à plusieurs milliers d'euros. La carte Luffy Manga, son premier prix MKM en non gradé, donc en loose, hein, c'est 3500 €. Et c'est pas genre un gars qui a tenté une vente comme ça. Il y en Ça a se vend. une douzaine comme ça, et c'est le prix à laquelle ça se vend. 3500 €. Tu ouvres ton display,
te rends-tu compte, PL, là? C'est le Gear C'est 5 pas un display, ouais, c'est pas un display d'il y a 10 ans que tu as retrouvé que t'as gardé en desktop tout, de ouais. presse ou alors que toi tu as gardé jalousement dans une cave. Non, tu reçois ton display chez toi, c'est la nouvelle extension et ta carte elle coûte 3500 euros. Qu'est-ce qui peut justifier des prix comme ça? Est-ce que c'est les problèmes de stock? Est-ce que c'est la popularité du manga? Est-ce que c'est l'explosion de la série Netflix? Ça a l'air d'être un peu corrélé. C'est tout. Bah, selon moi, tu as Netflix qui a popularisé ou repopularisé le truc. Tu as l'annonce du manga qui va être reboot. Ouais. Donc ça veut dire que Tout à tu fait. vas pouvoir faire vivre ton jeu de cartes aussi plus longtemps. Si tu as la série qui est refaite, il y a plein de nouveaux entrants qui vont arriver. Tu as les chapitres. Alors je ne suis pas à jour, mais j'entends déjà en parler. Ouais, qui sont très La hypants chapitre actuellement. depuis 3 mois, je dirais, ou Ouais, c'est full qui sont banger. fous. Donc ça rajoute une hype. Genre, je suis pas à jour, mais je sais que si je lis un chapitre de fou, je commande une boîte quoi derrière. Enfin, je suis, je suis fou. Je vous dis, on est C'est- foutus là. Nous, c'est ça terrible. va plonger, hein, je te le dis, hein, la Ouais. vague elle est Ah ouais, énorme. s'il y avait hein. du stock, j'aurais plongé, mais Là, moi je suis avec ma j'en planche trouve de pas. surf, j'attends que ça, gros. Mais je pense que tu vas te la prendre dans la gueule, tu sais. Pouf Vague, grosse planche, et hop, tu vas, Mais tu tu sais vas ce que flotter c'est le comme ça. retour de planche? C'est Bandai. Dans 2 ans, il n'y a plus One Piece en fait. Vous n'êtes pas au courant? C'est Ouais. le card game Jujutsu Kaisen en fait qui a pris la Parce place. que Non, mais justement, c'est là où ça, moi je suis impressionné. Ça peut marcher, ouais. J'ai rarement eu le sentiment que Bandai a aussi bien géré. Mm. Alors, pas pour les problèmes de stock, ça pas du tout. Mais Mais ça, sur c'est son normal. organized play et l'envie des gens d'y jouer, Mm. j'ai l'impression qu'ils sont partis un peu pour durer, quoi. C'est normal, tu fais un prévisionnel, tu vends en une certaine vitesse. Ce qui compte, c'est pas combien tu vends, mais à Ouais. enfin, la vitesse à laquelle tu vends, donc avec tes précos, et une fois que ça sort. OP01, OP02, ça marche bien, ok. OP03, ça commence à être de plus en plus recherché, mais tu as fait tes prévisions avec les OP01 et 2. Mm. Du coup, en fait, maintenant, OP04 et 5 qui sont sold out déjà là. Ah bah c'est Euh, introuvable. De l'OP05, c'est introuvable. Ou et alors c'est la dernière à, qui est à sortie. 2 fois le prix. En France, c'est la dernière. Ouais, mais t'as la OP06. Ils attendent l'OP07 au Japon. L'OP06 vient de sortir au Japon. Et nous, on attend l'OP06 en France. Ouais, Et je c'est dis ça. nous parce que ça y est, je suis comme ça. On est pas bien là. Et du coup, bah, forcément, tu te retrouves avec, d'habitude, on en fait 100 000, on va dire. On en vend facilement 95 000. Donc, on va pas en faire 200 000. Et du coup, tu te Alors que retrouves je pense qu'ils sont passés de alors que 100 tu 000 peux en vendre à un million. 500 000, ouais, Ouais, complètement. et du coup, c'est normal. Faut pas leur en vouloir ou quoi. C'est comme ça que le business Non, marche. Hein. Imaginez-vous, vous faites des petites baguettes. Si vous en vendez 10 par jour, vous n'allez pas vous dire, je vais en faire 100, on sait jamais. Ouais. C'est Alors pareil, que imagine, à côté de votre boulangerie, il y a un immeuble, il s'est construit en un jour et il y a 500 familles. il faut y aller là. Bah, Oh, faites du pain, quand. T'es foutu, tu peux Faites pas aussi faire les du pain. 500 baguettes. Mais du coup, voilà, il y a un truc qui a fait que ça a explosé. Moi, Ouais. je vois mon exemple personnel. J'avais une carte Ace Manga qui se revend actuellement au prix du loose à 1200 euros et en BGS 10 à 2200 euros. Donc, Luz, c'est le nom gardé. Tu l'as vécu avec moi. Je l'avais avec Elle a voyagé, hein. Je l'ai emmené avec moi à Las Vegas et je l'ai proposé à Sur des, une table de à des poker. revendeurs. C'était une BGS 10, ça se revend 2200 euros, le prix le plus bas. Et moi, pour 800-900 euros, personne ne me la reprenait. Et on parle de ça, on était en septembre dernier. Il y a 6 mois. Ouais, il y a 6 mois. J'ai peiné à la revendre 900 euros. Elle vaut 2200 euros maintenant. Il y a eu une explosion. La Shanks Manga, qui est la secrète de OP01, Ouais. c'est 2000 euros, le prix le plus bas en non gradé. Et c'est pas cher, je trouve. Pour la C'est première, énorme. non, mais pour la première secrète de l'OP01, vu l'engouement. Oui, Alors, mais je vous dis pas de l'acheter, c'est un bon prix, hein, mais ça n'a aucun sens. Je m'attendrais en à termes beaucoup de, plus. Ce qui définit le prix d'une carte, c'est l'offre, la demande, l'ancienneté, la rareté, l'état. ouais. Là, ça ne coche aucune case en fait. Non, mais Il y en a de disponibles sur le marché. je sais pas si tu te rappelles de DB aussi à un moment donné. Mais ça n'a les jamais eu ces secrètes. prix-là. Ben, il y a, alors c'est On est une monté à- BGS on est monté à 10 500 Black balles. Label, Ah oui, tu as eu une BG10 Black Label qui s'est vendue 20 000 balles. 50 000. Ouais, mais ça n'a aucun sens, c'est une. Oui, Là, moi, c'est je te une, parle, mais de, ça atteint je te ça quand parle même. de cartes en loose. Ouais, ouais. Je te parle de cartes non gradées. Le phénomène gradation, ça fait faire des Ouais. folies aux gens. C'est-à-dire, on est quand même sur des prix qui sont complètement fous, quoi. Je n'ai pas l'explication. Enfin, Moi, j'ai une explication, mais je je suis- peux pas vous dire c'est ça vraiment. Genre, Je demande la VAR, instant complotiste. Je pense aussi qu'il y a des manipulations de marché aux États-Unis. Et j'en suis intimement persuadé. Tu peux pas arriver à des prix comme ça sans qu'il y ait des Ah ouais. acteurs. des gens qui vendent pas toute leur boîte. Non, plutôt des gens qui ont acheté une énorme quantité de cartes manga comme ça, ou alors qui ont généré buyout. des fausses ventes pour pouvoir racheter les cartes le moins cher possible, et ensuite ont disséminé, ou alors généré des Ok. fausses ventes avec un prix très élevé
pour que le prix du marché devienne... voilà, ça, c'est des théories qui circulent. Et, Bah, en fait, malheureusement, ça se fait dans d'autres milieux. tout à Donc, fait. Sauf que ça se fait dans des milieux où il y a énormément de produits, alors que là, c'est ouais. beaucoup plus facile de le faire dans One Piece avec évidemment beaucoup moins de produits. Bah ouais. Sachant que les prix au Japon sont beaucoup moins délirants. C'est pas délirant au Japon? On est sur des... C'est très très cher aussi les cartes manga par exemple, mais on est très très loin des prix pour les cartes anglaises. Donc voilà, petit focus sur One Piece. Giga y pense, si vous voulez jouer, c'est pas trop cher et c'est super cool visiblement. Il y a un énorme engouement et notamment en France. Par contre, sur les prix de la collection, je n'ai que des interrogations et aucune réponse. Moi, je veux que tu parles des prix d'après là. Je peux vous donner aussi 2-3 facts comme ça. Il y a des price cards à One Piece, c'est-à-dire que quand vous remportez des tournois ou quand vous participez à des tournois, on vous donne des cartes, on vous donne des cartes numérotées parfois, on vous donne des cartes des skins, on est d'accord. promotionnelles. C'est toujours des skins, c'est jamais des cartes exclusives. Vous pourrez toujours jouer avec ces cartes-là pour moindre coût dans une rareté moins imposante. Mais par exemple, on a la Luffy numérotée à 700 exemplaires qui s'est vendue à 90 000 € en carte gradée. Et 90 000 €. C'est complètement fou. Et là, par exemple, on a le championnat d'Europe. Le top 4 avait une Kaido. Donc, Kaido, c'est un personnage de One Piece alternatif avec le stamp, tu sais, premier, deuxième, troisième, quatrième. Le troisième du championnat d'Europe, il a mis sa Kaido, donc du coup, estampillé troisième du championnat d'Europe sur MKM, 120 000 €. Elle est listée, elle n'a pas été achetée. Oui. Mais c'est pour vous donner que l'ordre de grandeur de revente de ces prix-là, ça se revend pas à 2000 balles. Parce qu'il l'a estimé. 120 000, c'est trop précis. Tu vois, il n'a pas mis 1 million. Il a mis 120 000. Je pense que... J'achète. Non, mais je veux je dire... la prends maintenant, j'y vais. Je pense qu'une carte comme ça, au vu de ses ordres de grandeur et de cette hype actuellement, il va la vendre 5 chiffres. Ouais. Peut-être pas 6, mais 5 chiffres. C'est délirant, quoi. C'est délirant. Donc ouais, on en est là sur One Piece et les prix, quoi. Ouais. Bah, stylé, hein. Je sais pas. Beaucoup plus abordable. Le TCG suivant. Le TCG suivant, il est vachement plus abordable, ouais. Alors, on va parler un peu du Kickstarter Altered. Du coup, bon, on a déjà parlé. Il est encore en cours quand vous écoutez ce podcast. Si vous l'écoutez quand il est... Enfin, à peu près quand le podcast sort. Ça finit le 1er mars. Ouais. Enfin non, pas le 1er mars, le 29 février, ouais. Comme le tapis la belle carte. Comme le tapis la belle carte en précommande, bien. On est aux 3 millions, là. Alors, ah non, on n'est pas loin. Au moment où on tourne, on est très proche des 3 millions. Peut-être qu'au moment où sort cette vidéo, les 3 millions ont été atteints. Je pense qu'ils ont été atteints. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'on ne ferait pas un petit... Déjà, bien joué. GG à Altered. Est-ce que ça bat Sorcery? Non, je crois pas encore. Sorcery, c'est 3,5 millions. Si je dis pas de conneries. Après, Sorcery, c'est américain. Donc, c'est effectivement 3 millions. Plus puissant. J'ai pris note de tout ce qu'on a en plus grâce au palier Altered pour que vous ayez un peu une idée globale de à quel point les produits Kickstarter sont meilleurs si jamais vous hésitez encore à passer à l'acte. Attention, on n'est pas sponsorisé, juste qu'on a aimé le jeu quand on nous l'a montré et qu'on est assez fan. Ah ouais. Mais c'est pour ça que je vous recommande. Par personne dans ce podcast. Hein. One Piece ne m'a rien donné pour en dire du bien et Flesh and Blood non plus. De toute façon, je crois que One Piece n'a pas envie que tu dises ça. Mais j'aimerais bien. One Piece veut pas que tu dises que les cartes valent très cher. Ouais, tu peux jouer au jeu pas cher. Oui, tu peux jouer au jeu pas cher, c'est vrai. Du coup, je vous ai groupé parce que normalement c'est un palier puis un puis un. Du coup, quand il y avait des paliers similaires, je les ai groupés pour que ce soit plus digeste. Première chose, on a 12 alternate art qui remplacent des arts classiques dans les boosters. Donc actuellement, il y a 12 cartes qui auront un art alternatif que dans les boosters Kickstarter. Attention, tout ce que je dis, c'est pour les boosters Kickstarter. C'est énorme. On a les 6 promos de 2023 qui étaient les héros, si je dis pas de conneries, qui seront inclus dans les boosters. Et il y aura même les 12 promos de 2024 directement dans les boosters. Donc peut-être même des promos qui sortiraient après la sortie du jeu, après août. Ah bah attends. Ça sort en août, mais ceux qui ont Kickstarter reçoivent leurs produits en juillet. Ah oui, c'est ça. Tout ce qui va sortir après du coup 2024 sera du coup dispo directement dans les boosters. Et vous avez une chance sur 172 à la place d'une rare, je crois. Toutes les 172 boosters. Ok. Il me semble. Ah, je t'avoue, il y a tellement de stretch goals, les boîtes sont tellement modifiées, il y a tellement de valeur ajoutée à ces produits Kickstarter que j'ai pas tout retenu, quoi. Normalement, c'est ça. Ça me semble quand même peu comme drop rate. 1 sur 172, mais après, c'est les cartes promo. J'ai pas l'info. Le drop rate des rares est augmenté. Un booster sur 2 contient une rare en plus.
C'est cadeau. Ça, c'est énorme. Un extra foiler tous les 4 boosters. Donc les foilers, si vous savez pas ce que c'est, sont des tokens qui permettent de choisir quelle carte vous avez en foil dans votre collection. Puis vous pouvez la commander et la recevoir en foil directement en 4 exemplaires. Et du coup, tous les 4 boosters, il y a un extra foiler de plus. Les 18 héros qu'on pourra ouvrir dans les boosters seront forcément foil. Et ça, c'est plaisir. Du coup, ça économise des foilers. Parce qu'un foiler pour un héros, du coup, pas besoin. Ouais. Il y aura un booster offert par display Kickstarter ou Discovery Pack. Donc toutes les displays sont à 37 boosters et non pas à 36. C'est ça. Plutôt cool. On a des visuels différents pour les boosters et pour les displays. Donc comme ça, on peut les différencier des Kickstarter de quand vous achèterez en boutique. Ça, c'est que du visuel, hein, mais ça fait plaisir. Le stretch goal social media a été atteint. Donc il fallait partager la vidéo, mettre des likes, etc. Et ce sera du coup une carte de plus dans chaque booster. Ok, et donc, selon le nombre de displays que les gens ont commandé, ça fait quelques cartes. Donc si tu fais du limité avec tes boosters Kickstarter, il est différent le limité, parce qu'il y a plus de cartes. C'est vrai. Et tu auras 50% de cartes qui seront communes, 50% qui seront rares. Donc en plus, ce drop rate est fou. Ça veut dire qu'un booster sur 2, en plus d'avoir du coup une carte en plus, tu as une rare en plus. Ouais. En plus de la chance augmentée d'avoir des rares. Mais une boîte Kickstarter, ça n'a plus rien à voir avec une boîte d'Alter. C'est zinzin. Et le prochain goal, du coup, au moment où on parle, qui est à 3 50 000, je crois, si je dis pas de conneries, c'est le drop rate des uniques qui sera augmenté et qui passera 1 toutes les 7 boosters au lieu de 1 toutes les 8, je crois. Ok, bon, on est chaud. On est très chaud. Donc pour un display, ça vous change pas beaucoup. Au lieu d'avoir 3 uniques, vous aurez 3 et peut-être 4. Commence à avoir 3-4 displays. Ceux qui ont plusieurs boîtes, vous aurez du coup... Ceux qui ont 42 displays avec le pack à 5000, ça change énormément. Ouais, si vous avez 4 displays, vous avez, je crois, 2 uniques de plus à peu près. En moyenne. Enfin, ça dépend, c'est des chances d'en avoir, vous n'êtes pas obligé. Voilà. En tout cas, ce n'est que du plus. Parce qu'à la base, les gens, quand ils ont kickstarté le produit, ils ont kickstarté pour des boîtes de base. Donc tout ce que tu leur rajoutes, quand bien même c'est des infimes pourcentages, c'est du rajout, ça fait plaisir. Moi, je suis plutôt content de voir ça. J'ai kickstarté à titre personnel. Et, très bien, Et j'ai hâte de recevoir ça, ça va être génial. Et puis je suis très content pour Altered, c'est un jeu qui le mérite, c'est français, c'est très bien designé, le gameplay est très très bon. Donc c'est bien. Qu'ils atteignent ces 3 millions, ça permet de leur donner une belle visibilité, d'avoir un bon cercle de premiers joueurs, entre guillemets, pour continuer ensuite à développer leur jeu. Et je leur souhaite la même réussite que One Piece ou Flesh and Blood, qui sont des TCG à succès actuellement. Carrément. Autre point, autre TCG. Sorcery, du coup, j'ai fait des vidéos de présentation sur la chaîne TV si ça vous intéresse. C'est un jeu qui, du coup, a le record actuellement, pour l'instant, du Kickstart. Ça va être dur à battre quand même, 3 500 000. Mais s'en approcher, c'est pas mal. Il leur reste combien de jours? Il leur reste une dizaine de jours pour faire les 500 000. Mais c'est de toute façon, même de s'en approcher, c'est bien joué. Même si tu le bats pas. Donc, record du Kickstart, Sorcery, ça a été annoncé un peu après la vague de l'explosion des TCG, MetaZoo, etc. De MetaZoo qui n'avait pas beaucoup marché en Kickstart, mais qui au final, tout ce qui avait été Kickstarté valait une fortune. Collaboration. Et justement, plus ton petit Kickstarter ne marche pas, et plus justement les quantités sont très limitées. Quand le jeu marche derrière, ça explose. Mais c'est les collabs qui ont fait marcher MetaZoo à une époque. Ouais, exactement. Et ce qui se passe là avec Sorcery, c'est que le jeu est en train de se développer. Alpha, du coup, donc c'est tout ce qui était Kickstart. Ça vaut quand même 2-3 sous. Une boîte, c'est encore entre 500 et 700 dollars, alors que c'était 125, 130 dollars à acheter. D'accord. Donc, malgré le fait que ce soit énormément kickstarté, qu'il y ait plein de gens qui en aient reçu, il y a quand même un vrai prix, donc une grosse demande. Il y a le bêta qui est sorti, qui est aussi dur à trouver. Il vaut moins cher, évidemment, mais c'est plus dur à trouver. Il y a l'extension Les légendes arthuriennes qui arrive dans pas très longtemps. J'ai plus la date, mais c'est en train d'être préparé. Je suppose que c'est dans les prochains mois 2024. D'accord. Donc on suppose que à partir des légendes arthuriennes, on va pouvoir jouer au jeu normalement, parce que même le bêta était dur à trouver. Donc quand tu as l'alpha qui est un peu intouchable, tu vas pas acheter une boîte à 600 balles, quoi. Tu ne joues pas avec ça. Non. Enfin, tu peux, mais ne faites pas ça. Tu peux jouer avec ton deck One Piece à 50 000 balles, mais vaut mieux jouer avec ton deck à 120 €. Exactement. La version du coup bêta, c'est accessible, mais c'est un peu dur. Du coup, pareil, le jeu n'est pas encore très développé. Même aux États-Unis, il n'y a pas énormément de jeux. Il y en a, mais c'est pas trop répandu. Donc on verra une fois qu'il y a la première extension. C'est là que ça va un peu décider selon moi. Après, vu le Kickstart, ce serait étonnant que le jeu meure dans l'œuf. Mais en tout cas, il y a un vrai amour pour ce jeu, presque une mélancolie pour ce jeu, pour ce qu'il évoque. Et pourquoi je vous en parle, au-delà de vous faire un petit topo sur le jeu, mais je vous ferai un focus plus détaillé dans un prochain podcast,
c'est qu'il y a eu la première convention sorcerie entièrement organisée par des joueurs, donc la SorceryCon, où du coup Sorcery, fait par Eric Curiosa, en a parlé évidemment sur les réseaux, mais n'a pas du tout mis son nez là-dedans. Donc ça fait plaisir que ce soit une initiative de joueurs. C'était la première mini-convention, c'était ce week-end, enfin le week-end dernier, pardon. Ça a été organisé à Seattle, ville où Magic est né d'ailleurs. Oui, Ça n'a marrant. rien à voir, mais c'était le cas. Non, mais Sorcery a un peu la même volonté que Flesh and Blood de réconcilier Mm. les anciens amoureux de Magic. Ouais. C'est exactement Les ce joueurs old genre school. de patte, dark fantasy, old school. Ouais, c'est ça. Donc, bon, ce petit clin d'œil, quoi, Seattle. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est juste parce que niveau de la map des États-Unis, c'est bien placé, Seattle. Ouais. Mais c'est rigolo. C'était sur 3 jours. Il y avait du free play le vendredi. Il y avait un tournoi construit à 72 joueurs quand même le samedi, c'est ça. Et il y avait un tournoi limité à 64 joueurs de bêta le dimanche. Il y avait une artiste qui était sur place. Donc comme je disais, c'était organisé uniquement pour les joueurs. Et il y a un docu sur l'event qui devrait sortir prochainement. Il y a des gens qui sont allés filmer ça et tout, de la commu en plus. Plutôt Donc cool. c'est pas un vieux 7 à 8 qui dit alors vous adorez le carton quoi. Et ça Non, vaut super c'est, ouais, cher. c'est fait par des Non, passionnés. c'est des gens passionnés et tout. J'ai vu un peu des images. Je pense que ça peut rendre très très bien. Moi, je suis fan de ce genre de contenu. Je vous en parlerai dès que ça sort, évidemment, pour les curieux. Et ça avait l'air cool. J'ai vu un peu des images de gens qui y étaient. Vraiment, cette espèce de réunion de joueurs qui veulent jouer. De Alors, les passionnés, chiffres sur le nombre de joueurs, évidemment, vous dites, ah, mais c'est tout petit par rapport à ce qu'on a vu avec One Piece, c'est que dalle. Mais il faut se rendre compte que c'est un jeu où c'est dur d'accéder, enfin, d'avoir des cartes. On sait même pas. Il y a des gens qui peuvent jouer sur Tabletop Simulator, mais la plupart des gens, Mais ils jouent autre comme enfin, par-ci par-là, quoi. c'est vrai que moi je m'étonne un peu c'est quand même un TCG qui a eu un énorme succès Kickstart. Ouais. Je veux dire, un Kickstart à 3 600 000 euros, c'est énormissime. Et je m'attendais, moi, qu'il y ait une espèce de conversion instantanée de waouh, notre Kickstart est énorme. Dans ce cas-là, on déroule directement. Ouais. Et je trouve que c'est un peu timoré, moi, Sorcery. Et toi-même Ouais. qui as envie d'y jouer, tu peux pas y jouer en France, quoi. Je peux pas actuellement, Tu- même tu- j'en parlais avec Tu peux pas y jouer, il n'y a pas beaucoup de contenu. J'ai pas l'impression qu'ils ont pris l'opportunité qu'ils ont eue, tu vois. ouais, ben en fait ça je pense donc ouais je disais j'en parlais avec Entrejeux Ouais. qui lui aussi bah, je crois qu'il a découvert grâce à mes vidéos. Ok. Il m'a dit ah j'en ai acheté tout trop bien et je lui dis t'as joué, il me dit non. Et il me dit toi et je dis bah non plus. Non, J'avais pas ouais, encore joué, je sais c'est- pas où jouer quoi. Il y en avait un peu à Play-in, il y a eu un draft Sorcery et il y a la catégorie sur Play-in Sorcery même s'il n'y a pas encore de produit. Donc au moins il y a cette volonté là, il y a pas tous les TCG sur Play-in donc au moins Le pire, il c'est existe. qu'ils ont, je pense, Et- déjà une petite communauté solide qui a Ah bah oui. envie de jouer Bah, au bien jeu. sûr. Et là, pour le coup, autant moi je me plaignais de Flesh and Blood, mais en vrai, tu peux pas te plaindre quand tu vois. C'est ça. Mais du coup, moi, m'est avis alors j'ai pas suivi toute la com et tout, mais il y en a justement très peu. Ils se veulent en fait petits, justement pour retrouver ce côté de TCG de l'époque. Genre, si tu veux y jouer, bah faut que tu achètes tes cartes, faut les trouver un peu. Il faut ensuite trouver des gens avec qui jouer. Genre à l'époque, c'était comme ça. Ouais, À l'époque, je parle genre entre 93 et 2000, tu vois. ouais, mais dans ce cas-là, ça c'était, fonctionne avec une com d'un petit TCG indépendant, comme les Rise Ouais. TCG par exemple. Ça fonctionne pas avec le plus gros Kickstarter TCG de tous les temps. Ouais, mais justement, C'est leur ça le volonté, contresens. c'est pas comment ça s'appelle, de se développer, d'être énorme. J'ai l'impression, hein, je parle parce que on n'a pas Non, les non, infos, c'est hein. un sentiment que tu Mais as. justement de garder ce côté un peu niche et évidemment niche qui veut grossir puisque tu as envie qu'il y ait de plus en plus de gens qui jouent à ton Toujours. jeu, sinon bah, le jeu il perdure pas, mais de garder ce côté nous on a un petit truc qu'on a créé, le délire c'est pas d'avoir 2000 extensions par an avec des collabs et tout, c'est justement d'avoir peu d'extensions, elle sort quand elle sort, on vous la travaille, tous les artworks sont peints à la main donc ça prend du temps aussi de peindre genre 250 cartes à la main, d'avoir un système de jeu qui te demande de réfléchir différemment, un peu plus proche du jeu de société d'ailleurs, enfin de certains jeux de société, Ouais. mais quand même avec Côté le un peu côté deck plateau, building. Donc tu construis ton deck avant, ça c'est le TCG, et tu joues des cartes que tu pioches, et ensuite tu vas réfléchir stratégiquement à un plateau, Ouais. plutôt le Avec côté une map, ludique. Voilà. ok. Donc je trouve qu'il y a cette vibe-là, et j'aimerais qu'il soit un peu plus clair là-dessus, mais moi s'il m'annonçait ça, je serais content. Alors je peux pas jouer donc ça me fait chier, mais je Non, serais mais tu content pour le tu jeu. le consommerais tel qu'il te demande Comme d'être il doit être contre son- consommé. Exactement. Donc je C'est juste pense que là, que c'est tu ça. sais pas vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce phénomène de sorcerie, c'est américain, les Français, ils en ont rien à battre. Peut-être que là-bas, il y a une politique, parce qu'en vrai, comment il fonctionne un TCG? Comment Flesh Ouais. and Blood, il s'implante?
Flesh and Blood, ils vont voir les local game stores et ils disent, voilà, nous, on vous propose d'organiser ce qu'on appelle des armories. Donc, vous faites vos tournois le jeudi soir, il y a des lots à gagner, des cartes promotionnelles et ils essayent d'avoir le plus de local game stores qui organisent. En fait, ils créent un circuit. Ils créent un petit circuit, mais pas forcément, on ne parle pas de gros circuits compétitifs, juste ils incitent les boutiques locales à créer des communautés. Peut-être que Sorcery fait pas là où LSS avec Flesh and Blood a fait ce travail en France, Sorcery le fait juste pas. Peut-être que ça existe aux États-Unis et dans ce cas-là, les gens peuvent jouer un peu. Et que vous, en France, va falloir attendre que les jeux explosent là-bas, quoi. Il y a des boutiques, mais comme je disais, en fait, quand tu n'as plus de produits à vendre, c'est difficile d'animer. Exactement. Tu peux pas forcément faire du scellé ou quoi. Les boutiques feront pas d'animation s'ils peuvent pas vendre le produit derrière. Exactement, genre c'est comme ça que marche une boutique. Bien sûr. Tu fais vivre des communautés parce qu'elles t'achètent tes produits. Exactement. Si tu n'en as pas à leur vendre, même si c'est parce que tu leur as tout vendu, c'est complexe. Mais du coup, ça, je voulais citer cette convention parce que ça montre que les gens ont envie de jouer sur Ulysse un petit peu. Ça montre qu'il y a des demandes, qu'il y a des gens. Et aussi, pourquoi peut-être que Sorcery a un peu de mal au niveau des délais et tout, c'est parce que là où Flesh and Blood s'est lancé juste avant le Covid, donc n'a pas eu les problèmes du Covid de production, mais a eu les problèmes de Covid pour la jouabilité. Sorcery, lui, au moment où les gens le reçoivent, c'est bon, il n'y a plus le Covid, entre guillemets, on peut jouer et tout. Mais le problème, c'est que la production a été énormément impactée. Moi, du coup, j'ai kickstarté le produit et j'ai reçu avec plus d'1 an de délai. Et ça, quand tu l'attends à une date et que tu attends 1 an de plus, forcément, ça se refroidit un peu et l'éditeur qui en pâtit. Parce que eux, faut penser que pendant 1 an, le Kickstart, il est fermé du coup. Pendant 1 an que ça met à vous arriver, il y a des gens qui travaillent pendant 1 an en plus, alors que le produit, lui, il a été payé. Donc en fait, peu importe quand tu le sors, plus tu mets de temps, plus tu perds d'argent. Donc aussi, je pense que ça a impacté, même s'ils vont évidemment pas communiquer dessus, mais ça a beaucoup impacté. Beta aussi a été repoussé, de beaucoup moins, mais a été repoussé. L'Orcana a des problèmes de production. En fait, en ce moment, il y a tellement un game du TCG, du monde ludique au global, et les imprimeries tournent tellement à plein régime, même Pokémon a eu ces problèmes-là, que finalement, tu peux communiquer là-dessus. L'Orcana l'a dit, nous, c'est difficile de trouver dans notre calendrier, de s'insérer. Il y a d'autres TCG qui veulent produire. On essaie de faire comme on peut. Tu vois, ils auraient pu dire, le système de production au global TCG est un peu sclérosé. On a du mal à avoir nos quantités. Peut-être que c'est ça. Après, je suis persuadé pas sûr, que, tu vois, pour One Piece, Bandai, il choisit pas de produire peu et qu'il peut pas produire plus, quoi. C'est qu'ils sont un peu au max de leur capacité. Voilà, c'est ça. Donc il faut justement créer d'autres usines, avoir d'autres imprimantes et tout, quoi. Et j'entends que ça puisse être un problème pour Sorcery, parce que c'est un problème pour des TCG beaucoup plus gros. Mais il faut le dire, les poulets, quoi. En gros, parce que là, moi, j'ai l'impression que Sorcery, là où on en a parlé un peu il y a 6 mois, on parle plus beaucoup quand même, en tout cas par la France, quoi. Ça fait un peu comme MetaZoo sur un point, c'est-à-dire que qui parle du jeu, la communauté, pas le développeur. Et du coup, le développeur, la boîte, tout ce que vous voulez, l'éditeur. Du coup, ça, c'est un problème parce que quand tu dis juste quand tes produits sortent et que des fois tu dis, oh, regardez ce que font les créateurs, trop bien. Au bout d'un moment, les gens disent ouais, mais go, tu veux juste faire des cartes de temps en temps. Moi, j'ai envie que tu me donnes de l'info, quoi. Moi, je veux que tu m'organises des tournois. Je veux qu'il y ait des sorties. Orga prévoit des trucs. On veut pas 12 sorties par an comme Magic. On veut des sorties régulières. Tu vois, si tu prends le parti de faire que 3 sets par an, c'est le cas de Flesh and Blood, je trouve ça cool. Et que 3 sets par an, c'est pas énorme. Mais tu sais que c'est régu. Tu as tes 3 sets. Et ça, c'est un jeu typiquement qui se consomme, je trouve, de manière plus lente, Sorcery. Et du coup, il pourrait même se payer le luxe d'avoir 2 sets par an seulement. Entre guillemets. Mais du moment que c'est régulier, quoi. Ça marcherait quand même, quoi. Parce que les gens, en fait, justement, le temps que ça sorte, que tu récupères tes petites cartes petit à petit, que tu complètes ta collection, parce que ça se collectionne très bien. Enfin, moi, je suis très sensible aux artworks et tout, ils sont magnifiques, je trouve. Que tu trouves des gens pour jouer, etc. C'est pas comme un Magic de est-ce que j'achète la carte? Non, dans une semaine ça vaut plus rien. Le rythme est un peu plus totalement différent. Et du coup, ça, je pense qu'il y a plein de gens qui seraient très contents, notamment des joueurs plus old school qui ont connu le début des TCG et tout. Ils seraient contents de retrouver ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est à ce genre-là que ça parle, Sorcery notamment. Oui, complètement. Donc, je pense qu'il faut qu'ils utilisent ça, mais il faut communiquer, les gars. Lâchez une info, lâchez un truc. Je suis d'accord. Mais à mon avis, ça doit un peu plus communiquer aux États-Unis que par chez nous, et en tant que Français, on est un peu. En tout cas, moi qui cherche de l'info, c'est dur à trouver. Si vous en avez, dites-moi en commentaire. Nous, on prend. Je vous ai dit ce que je trouve, mais si vous avez trouvé autre chose, je prends. On fera un deep dive un peu plus important, comme j'ai fait sur Flesh and Blood, pour présenter le jeu dans un prochain podcast. Ça peut être sympa. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. Quand on a plus de news pour la prochaine extension, et du coup le produit sera logiquement plus disponible. La prochaine extension, je vous en parlerai.
Du coup, on va s'intéresser maintenant aux sorties pêle-mêle et après, je t'envoie mon petit quiz Oh, multi-TCG. j'avais presque oublié. Le La petit première quiz. partie. Pour les sorties pêle-mêle, préparez votre bourse, préparez vos portefeuilles. Il y a Dragon Ball Fusion World qui sort aujourd'hui le 23 février. Autre card game de chez Bandai qui va globalement reprendre un petit peu les mêmes références, entre guillemets, le même dynamisme dans le gameplay que One Piece Card Game. Il y aura aussi un soft numérique qui est attaché. On a l'Orcana, les Terres d'encre qui sort le 8 mars, mais le 23 février dans vos local game store à récupérer sur place. Ouais. Vous avez Star Wars Unlimited le 8 mars, qui lui est édité par Asmodée. C'est un TCG dont on ne vous parle pas beaucoup, on aura un œil curieux dessus. C'est vrai, C'est il y pas avait le des truc questions qui par rapport à ça. Ouais. me hype le plus personnellement. Non, j'attends que ça sorte en vrai. Moi, je trouve aussi Pour que c'est avoir une idée. un peu mollasse sur l'attente des gens. Genre, ouais, on aime bien Star Wars, mais tu vois, je sens Ouais. pas un engouement exceptionnel pour l'instant. J'espère me tromper. En vrai, plus il y a de TCG de bonne facture, plus on mange bien, plus on est content. Carrément. Donc on se renseignera. Magic Crossover Fallout le 8 mars et nous on sera en live sur Vogt pour vous faire des petits box breaks de Booster Collector. Donc réservez votre date et suivez-nous sur Vogt. One Piece OP06 le 15 mars 2024. Alors si vous arrivez à avoir des displays, GG pour vous évidemment. Pokémon Force Temporelle le 22 mars. Et enfin, déjà en précommande chez notre partenaire Play-in, allez suivre les potos de chez Play-in, Yu-Gi-Oh! Rarity Collection 2, le fameux set de reprint avec les raretés alternatives, le Platinum Secret Rare, les Ultimate Secret Rare, les Collector Secret Rare et les Quarter Century Collector. Vraiment en gros une réédition de tous les meilleures cartes du jeu compétitif dans des raretés exceptionnelles. La Rarity Collection 1, c'était sorti en novembre 2023, ça avait été un énorme banger succès. Il faut une Rarity Collection 2 directement, très rapidement, en fait au mois de mai là, et c'est déjà en précommande actuellement. Donc si jamais vous en voulez, commencez à vous renseigner maintenant. Petit quiz. Le petit quiz ? Allez, c'est parti. Moi j'attends. Je faisais semblant d'écouter depuis le début là. Tu parlais de Flesh and Blood à un moment. Moi j'attends que le quiz. Je vais te poser 8 questions, mais c'est surtout important pour PL. Il y en a plein qui seront un peu faciles, mais c'est voir si vous avez suivi à la fois le podcast ou si vous êtes chaud en multi-TCG. Dites-moi dans les commentaires combien vous avez sur les 8 questions. Spoiler, la 8e, personne ne l'aura. Voilà. Donc On dirait un TikTok, j'adore. C'est plus elle est là pour Histoire le de fact. quoi. Exactement. Elle est tentable ou genre faut le savoir? Ouais, je vais te donner un QCM pour que tu puisses la choper. Ok, ça marche. Mais sinon, faut le savoir, faut aller diguer même. Ah oui. Je dis que j'aurais peut-être pas digué ça. Facile. Jouez chez vous. Hein. Quel est l'éditeur derrière le TCG Yu-Gi-Oh? Oh. Alors je réponds pas de suite, comme ça laisse un peu de temps aux gens. Si, mais ils peuvent mettre sur pause. Si. Ouais, mais du coup, si jamais ils n'ont pas accès. Écoute, je pense que c'est Konami. Bien vu, Konami, qui n'est pas qu'un éditeur de TCG, évidemment. Non. En quelle année est sorti en Occident le premier set de Pokémon? Je dis bien en Occident, parce que le premier set n'est pas sorti à la même époque au Japon. Je crois que c'est 96. Et je me trompe. Et tu te trompes. 96, c'est au Japon. Ah, c'est au Japon. Ah, merde, justement. Eh oui. Donc, tu étais un peu plus grand quand c'est sorti. Ouais. Donc, je dirais 98. Non, c'est 99. C'est sorti en 99 aux États-Unis en janvier et c'est sorti courant de l'été ou à la rentrée de septembre en France. Ah, j'avais ce décalage de 2 ans en tête, mais non, c'est 3 ans. 99. Dans quel pays, et si vous avez écouté le podcast, vous l'avez peut-être entendu, dans quel pays est basé Legend Story Studio, l'éditeur de Flesh and Blood? Je connais ça. Ça, tu connais. Hein. Ça, c'est là où il y a le Hobbit d'ailleurs. C'est là où il y a le Hobbit. C'est en Nouvelle-Zélande. C'est là où il y a les petits bonhommes. Les petits bonhommes. C'est à Auckland, en Nouvelle-Zélande, effectivement. Encore une fois, on a un petit peu damé le pion au quiz, mais quel est le TCG actuellement détenteur du record du plus gros Kickstarter, PL? Au moment où on tourne ce podcast, tiens donc, c'est encore Sorcery. C'est encore Sorcery actuellement, avec exactement 3 600 000 et des brouettes dollars de Kickstart. Donc c'est énormissime. C'est pas mal, ouais. Et moi j'ai Kickstart et il y avait presque les 2 millions pour vous dire. Et c'est probable quand même que Alter puisse, franchement, en 10 jours, c'est faisable. Hein, si les gens se chauffent un peu, pourquoi Essayez. pas. Comment se nomme le premier set de One Piece Card Game? Le vrai nom, pas OP01, tu m'acceptes pas. Ah mince, je sais que c'était par rapport à ce qui se passait avec Kaido et tout, mais je crois. Franchement, classico. Putain, j'en ai parlé avec Orfo en plus. Classico. Terrible. S'il regarde, il me déteste. Il a raison. Classico, est-ce que c'est pas genre
Luffy et son équipage, un truc comme ça. Non, c'est le même titre que le reboot de One Piece. Que le reboot de One Piece? Ouais. Ah, je l'ai pas. Romance Down. Ah, mais oui. Mais oui. Je suis con. Tout simplement. Et je ne sais pas si vous l'aviez chez vous, je pense que tous les joueurs de One Piece l'avaient en tout cas. Ah ouais. Quel a été le montant de la vente de l'anneau unique, qui, on le rappelle, a été acheté par l'ami Post Malone? Ou exact, c'était plus de 2 millions, mais... Non, mais c'est bon, tu vois, c'est 2 millions d'euros. 2 millions. Parce ok. qu'il y a eu des débunkages. En gros, ce qui avait été annoncé, c'était 2,6 millions d'euros. Ouais, c'est ça. Et ouais. en fait, Post Malone, lui, dans une interview, a révélé qu'il avait acheté 2 millions. En gros, je crois qu'il y a 2 millions qui sont allés dans la poche du type. Ouais. Mais Et Post tout Malone aurait payé 2,6. en gros, ouais, tout ce qui était au-dessus, taxes et tout, parce que tu peux pas juste donner 2 millions à un type comme ça. Ouais. Ça revient à c'est 2,6 Post Malone millions. qui les a payés, ouais. Parce qu'en D'accord, gros, ok. comme le mec, c'était un peu un kidam qui d'un coup Ok. est devenu riche. Pour pas qu'il ait énormément de frais de taxes à payer, c'est Post Malone qui a Bien réglé sûr. ça. Mais en Non, tout cas, la stat à retenir, c'est le c'est 2 fameux millions dans 2 la millions, poche. ce qui est déjà plutôt pas mal. Ce qui est propre, ouais. Sur l'Orcana, hormis notre amie Elsa Enchantée, et en ne se basant que sur des cartes de série, Ok. quelle est la carte la plus chère de l'Orcana actuellement? Ah oui, parce que sinon, c'était les premières promos qui étaient les plus chères. Eh oui. Quelle est la carte la plus chère? Hormis Elsa, qui détruit juste tout, hein, évidemment. Ça a baissé, puis c'est remonté. Hein. Ouais. Là, les Enchantés, c'est le stonk hein, sur Ouais, l'Orcana. ouais. C'est une enchantée aussi, je suppose. Je ne sais pas. Ah, c'est impossible que ce soit pas une enchantée. Je sais pas. Ben, Genre, même les enchantés pas ouf. donne-moi un nom et je te réponds. Je pense que c'est une enchantée du premier set. Ok. Et. Ah, je me rappelle plus toutes les enchantées qu'il y a au premier T'as, set. Ah non, si tu me donnes des exemples, c'est que c'est pas ça. Ok, Donc, ouais, du coup, ok. euh, Oh mince, tu vois, encore une fois, avec la liste, là, je pense que je pourrais Ah trouver. ben mais... ouais. Mais je pense pas. C'est pas Mickey Taylor? Ok, non. Elle n'est pas enchantée en plus. Ah bon? Il n'y a pas Il y a d'enchanté pas de de Mickey enchantée? Taylor. Ah, Ouais. je croyais parce T'as que c'était la plusieurs figure Mickey. de T'as proue. Mickey violet et Mickey vert, mais t'as pas Mickey rouge en enchanté. Ah Mickey non, Taylor, c'est les c'est le deux Mickey autres. rouge. T'as Mais ce raison. que je peux te dire, c'est que la carte la plus chère, Ouais. c'est pas une enchantée. Mais non. Ouais. C'est fou. Hein. Et qui sort de booster, hein. On est Ah d'accord. ouais, qui sort de booster. Alors, on est sur, Ah. sur des zinzins de la collection, mon Mais gars. si, je l'ai. Ah oui, je le savais. Tu sais, Mais j'avais pas pris en compte les missprints. Eh ouais, tu C'est sais. Stitch Surfer français misprint. c'est Stitch Surfer Foil Foil, ouais. Misprint. Le prix le moins cher actuellement en français Je ou en dirais- anglais, 300 balles. ouais, c'est 440 euros le prix le moins cher actuellement. Oh. Et ça tourne entre 600 et 800 euros. Pour un misprint, voilà, pour une erreur sur la carte. Alors ceux qui Une font erreur ça, qui la rend moins bien. ceux qui font ça, vous êtes fous. Voilà, je vous le dis. Ouais. Ce que vous mettez au prix que vous voulez, hein. N'achetez pas, quoi. Mais ça se vend très bien. Je sais, je pouvais en cliquer une à 280, je me suis dit, putain, c'est abusé. Là, tu dis, je ne veux pas être cette personne-là. Ben non. Ah, mais moi, c'était juste. Non, mais pour, grand bien vous fasse si vous avez fait ce genre, coup-là. des gens j'avoue, veulent hein. acheter à un prix délirant, bon, bah, j'en Ah, mais profite, parce que je tu m'insère. collectionnes les enchantés, il se trouve qu'Elsa, tu la kiffes, elle coûte super cher. Bon, bah, c'est la loi de l'offre et la demande. Ah, la mais carte, ça, elle est c'est- mécaniquement très chère. C'est iconique. C'est normal. Je peux entendre que les prix soient turbo chers, mais alors là, c'est un misprint, quoi. Ouais. C'est-à-dire, t'as la même pour 40 balles. Hein. C'est juste qu'il y a le bon marqueur l'or, quoi. Ou voire même moins cher. hein. Enfin bref, dernière question, et ça, personne ne l'aura, et ça vous passera peut-être l'envie de mettre 90 000 balles dans une carte One Piece. Combien de JCC, donc jeu de cartes à collectionner sur l'univers de Dragon Ball, a été édité par Bandai? Donc vraiment. je te donne un quiz. Ah, JCC. Donc, Jeu de cartes à collectionner, c'est-à-dire auquel tu forcément peux jouable. jouer en duel. Si. Ah, si. Ah ok. si, sinon la réponse c'est Des millions. 38. Ah ouais. Tu vois, et je te dis ça, c'est peut-être même 50. Ok. Non, non. Le jeu de cartes à jouer et à collectionner. Je peux tenter, genre, avant le QCM de One Shot, Vas-y. jeu de cartes à collectionner. Est-ce que ça a toujours été Bandai déjà? S'il y en a eu un, c'était Bandai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont faits par Bandai. Ouais. Je dirais qu'il y en a eu 7. C'est pour parler de l'éphémérité de Bandai. 7, c'est c'est ton chiffre? Ouais, j'aurais dit 7. Ok. Alors, on a eu les card games Dragon Ball en 2003 Ouais. pour les 15 ans des Cardass. Premier jeu à jouer, on les a eu même en français, et il y a eu des tournois en France, des card games FR. J'ai joué à ça, je crois. Probablement. Ensuite, on a eu les Data Cardass en 2005, qui étaient à la fois des cartes que tu pouvais jouer en jeu de cartes à collectionner et des cartes à jouer sur les bornes. Il y avait des bornes dans tout le Japon. Ouais. Ensuite, on a eu les Super Card Games en 2006, qui étaient censés prendre la suite des Card Games 2003. Parce qu'on le rappelle, Bandai, ils adorent sortir des jeux, les arrêter et en sortir d'autres. Pour l'instant, il y en a 3. On a eu les Miracle Battle Cardass en 2009. Concept, on mélangeait One Piece et Dragon Ball. Donc on pouvait se faire taper Luffy contre Son Goku. Ah, il y avait 2 TCG en même temps?
Enfin, 2 licences en même temps. Il y avait 2 licences Ok. en même temps et t'achetais ou les Miracle DBZ ou les Miracle One Piece, Ouais. mais tu pouvais. Oui, genre avec les règles, t'avais Voilà. le droit de jouer cross les deux. Ok. Exactement. On a eu ensuite les IC Cardass en 2015, Ouais. Dragon Ball Super Card Game en 2017 aux USA et 2018 en France, Ouais. et enfin Dragon Ball Fusion World en 2024. 7, tu as eu la bonne réponse, c'est incroyable. Je suis bon. J'avais pas du tout. Genre, Non, si non. tu me dis liste-les, je dis non. Ah, non, bah, voilà, je ne sais vais pas que faire tu ça. peux pas les lister, Mais du coup, attends, moi, c'est auquel que j'ai joué parce que je jouais quand j'étais au collège. Card Game FR, je te le dis. Ouais, c'est sûr. C'est en 2003 et en France on les a eu vers 2006. Ah, c'est ça. Parce que 2005, 2003, 2006. moi, j'étais pas encore au collège, donc c'est ça. C'est J'étais tout au à collège fait à ça. partir de 2005. Ouais, donc c'est exactement ça. Et moi, je collectionne les secrets des card games japonaises, donc de Ouais. 2003, et les secrets des super card games de 2006. Parce que je les trouve très jolies, elles sont sympas et ça vaut Ok, rien, ouais. parce que c'est des dead games. Mais Ouais, c'est ouais. pour vous dire que Bandai, des TCG sur des univers de manga, ils connaissent. Après, Et c'est vrai que même si One Piece prend pas cette direction-là, moi j'ai toujours. moi, je pense que c'est DB qui pue. Tu penses que c'était Ça fait que couler. Et il y a 2-3 mecs, à chaque fois, ils rachètent quand il y a un nouveau Il produit. faut mais- savoir qu'il y a eu des card games de Naruto, il y a eu des card games de plein de trucs. Hein. Ah, je crois pas. Je pense que tu mens, là. Mais voilà, la petite stat était marrante et ça conclura ce podcast multi-TCG pour cette semaine. Il y avait plein de trucs à dire, j'espère que c'était pas trop long. Mais, C'était mais délicieux, je pense. Ouais, c'était délicieux. Ah, je pense que c'était Ok. délicieux. Bah, de toute façon, vous nous mettrez le pouce bleu pour nous montrer à quel point c'était délicieux. Et Exactement. vous le direz dans les commentaires. Et Mm. on se retrouve du coup dans 2 semaines, vendredi à la même heure, pour Oui. le podcast multi-TCG. Et allez écouter le podcast Magic si jamais ça vous intéresse aussi. Ah non, pas la même heure, un peu plus tard. Parce que Oui, exceptionnellement. c'est vrai. Là, il est ça a sorti un peu sorti plus tôt parce plus qu'on est à tôt. Chicago en train de caster un proto. Exactement. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpl Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, C'était de la belle magie.